Docteur Delorgeril, bonjour, bienvenue sur le plateau des mots et des mots. Bonjour. Vous êtes cardiologue, vous êtes chercheur au CNRS. Selon vous, quelle serait la meilleure définition pour définir votre pratique? Alors, dans notre laboratoire, depuis 30 ans à peu près, avec différentes équipes, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'identifier les meilleures manières de prévenir les maladies cardiovasculaires et de préserver sa santé en général. Et si je devais résumer en 3-4 phrases, je dirais que nos succès ont été surtout d'expliquer ce qu'on appelle le paradoxe français, c'est-à-dire l'importance de la consommation d'alcool, en particulier de vin, dans la prévention des maladies cardiovasculaires. C'est vraiment notre équipe qui a fait surgir ce concept très important. Le deuxième, c'est les oméga 3. Dont on parle beaucoup maintenant, mais en fait les premiers travaux scientifiques c'était nous, et nous on a surtout montré l'importance des oméga 3 d'origine végétale. D'accord. Alors qu'ensuite c'est à plutôt l'instar des oméga 3 animaux que l'on marins, notamment. voilà, non pas à l'instar, hein, c'est le précurseur dans la chaîne métabolique, donc on ne peut pas faire des oméga 3 marins sans des oméga 3 végétaux, mais le business, lui, il a préféré le marin. Voilà. Et le troisième thème très important de notre activité de recherche, c'est ce qu'on appelle la diète méditerranéenne, que certains ont voulu appeler le régime crétois, mais en fait c'est beaucoup plus large, c'est ce qu'on appelle la diète méditerranéenne. Et bon, ça c'est vraiment maintenant accepté partout dans le monde comme le modèle alimentaire de base pour préserver sa santé. Oui. Donc ces 3 questions, en fait, sont des questions qui relèvent de la prévention des maladies, c'est bien Totalement, totalement. Pour nous, ce qui est très important, ce n'est pas de se soigner. Pour nous, le plus important, c'est de ne jamais aller chez le docteur une fois qu'on est malade. Ce qui est paradoxal pour un médecin, vous n'êtes pas si nombreux que ça à avoir cette vision-là, si? Eh bien non, parce que dès qu'on a une vision commerciale de la pratique médicale, on aime ses patients et on se les garde. On en veut les garder, c'est ça. Voilà. Nous, c'est complètement différent, mais c'est pour ça qu'on est au CNRS. Hein, c'est que ce que l'on veut, c'est que les gens n'aillent jamais à l'hôpital, n'aillent jamais voir des médecins pour se soigner. Et pour se soigner, ou surtout pour éviter d'avoir à se soigner, il faut rester en bonne santé. Et pour rester en bonne santé, eh bien, il y a une stratégie idéale. Donc vous prétendez qu'il y a des modes de vie qui pourraient prévenir les pathologies? Eh bien, c'est exactement ça. On le prétend pas. C'est tout à fait clairement démontré. C'est pas péjoratif prétendre. Hein. Mais d'accord. C'est tout à fait clairement démontré. Et en plus, ce sont des données scientifiques très solides. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans le farfelu. Ce sont des données scientifiques extraordinairement solides qui montrent que la meilleure manière de préserver sa santé, c'est pas en prenant des médicaments, c'est réellement en adoptant un mode de vie protecteur. Alors, si vous deviez tracer les grandes lignes de ce mode de vie, ce serait quoi? D'aller habiter autour de la Méditerranée déjà? Pas forcément, pas forcément. Je vais vous dire, il y a 4 grands critères de mode de vie qui, si on les applique, ça devient difficile de tomber malade. Sauf de prendre des médicaments. C'est pas intéressant, on va prendre des notes, oui. Et il faut prendre des notes parce que, en fait, nous, c'est déjà trop tard, évidemment, si on ne les a pas adoptées, ces habitudes de mode de vie. Oui, parce que pratiquement, on peut dire que ça commence pendant la vie intra-utérine. C'est-à-dire de la manière dont l'enfant est nourri par sa maman pendant la vie fétale, eh bien, va dépendre le démarrage de sa vie en santé ou pas. Comme vous savez, il y en a qui naissent malades. Donc, l'idéal, ça serait de commencer avant la naissance. Pour la plupart des gens, évidemment, ces concepts sont encore inconnus. Par contre, pour les enfants qu'on va faire, surtout pour les plus jeunes d'entre nous, eh bien, c'est vraiment important d'intégrer. Écoute bien, s'il te plaît. C'est fondamental parce qu'il y a des générations, on va dire, perdues, ceux qui ont mon âge, parce que eux, ils ont démarré sur des principes qui n'étaient pas forcément adéquats. Mais ça se rattrape un petit peu quand même, tout ça, non? Ça se rattrape, absolument. Une personne qui, quel que soit son âge, peut commencer dès maintenant à impliquer bien sûr. Et d'ailleurs, nous, on a particulièrement travaillé sur des patients qui avaient déjà fait un infarctus. On a travaillé surtout sur la prévention de la récidive d'infarctus du myocarde. On a aussi travaillé sur les gens qui étaient insuffisants cardiaques. Et on a même travaillé sur les transplantés cardiaques, les gens qui étaient arrivés complètement au bout de leur maladie cardiovasculaire, chez lesquels on avait mis un greffon pour se substituer au cœur d'origine. Alors les 4 grandes lignes? Alors ces 4 grandes, on va dire 4 grandes pratiques, c'est évidemment la nutrition. Ça c'est tout à fait, c'est
l'un des grands, et c'est quelque chose que l'on peut modifier du jour au lendemain. J'allais dire c'est facile, oui, c'est une sélection. Dès qu'on a acquis la culture nécessaire, on peut changer ses habitudes alimentaires. C'est juste la prise de conscience peut-être que les aliments ne sont pas là que pour nourrir, mais aussi pour préserver la santé. Bien sûr, mais c'est pas du tout une vision médicale, parce que dès qu'on part dans une vision médicale, alors on va dire ça c'est tel aliment et tel nutriment présent dans cet aliment, il est bon pour la santé, et immédiatement vous allez avoir du business derrière. C'est-à-dire des gens qui vont dire moi je vais extraire ce nutriment, je vais en faire une capsule et je vais le donner comme un médicament. Ce qui se fait couramment. Ce qui se fait couramment. Et nous on n'est pas du tout favorable à ça. On pense que c'est un modèle alimentaire global et qu'il n'y a aucun mauvais aliment ou mauvais nutriment. Tout se passe en équilibre. On est plus dans les habitudes en fait que même dans ce que la personne mange. Dans les interactions et dans le mode alimentaire. Et là, on rejoint le concept de mode de vie. On ne peut pas, et il y a tellement d'aliments et tellement de nutriments que vous ne pouvez pas, à chaque fois que vous vous nourrissez, raisonner en termes biochimiques. Oui. Et donc, il est indispensable d'avoir une vision globale du mode alimentaire. Et le mode alimentaire qui a été le mieux étudié et pour lequel on est absolument certain que c'est l'idéal, c'est le modèle alimentaire méditerranéen traditionnel. Pas comme ils mangent maintenant au bord de la Méditerranée. Oui, évidemment, ils sont en train de perdre leurs habitudes. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres modèles alimentaires intéressants, bien sûr, notamment en Asie, par exemple Okinawa. Okinawa, le fameux centre mais là, d'Okinawa. Voilà, mais ça n'a pas été étudié, ça n'a pas été expérimenté, les données n'ont pas été reproduites de manière assez systématique pour qu'on puisse vraiment dire, voilà, les données scientifiques sont solides. Avec la diète méditerranéenne, c'est solide. On n'a pas non plus exactement les mêmes fonctionnements que des personnes qui viennent de cultures très différentes, avec des corps assez différents, avec des... quand vous conceptualisez de façon plus globale, alors tout ça se ressemble. D'accord. Tout ça se ressemble. Okinawa, on a travaillé... Okinawa a été terriblement réduit. Ils mangent du poisson, donc des oméga-3, donc ils vont bien. Ça avait été un petit peu réduit. Ah non, c'est pas du tout ça. Justement, à Okinawa, c'est ce qui avait été réduit. Oui, ben justement, c'est faux. C'est faux. Oui, à Okinawa, ils mangent très peu de poissons. Voilà. En plus, ce sont des poissons des eaux tropicales. Et dans les eaux tropicales, les mers chaudes, donc les poissons ne sont pas très riches en acides gras oméga 3. Ce sont plutôt les poissons des mers froides. Et par conséquent, à Okinawa, ils n'ont pas des apports en oméga 3 marins très importants. Ils ont plutôt des apports en oméga 3 végétaux via la consommation d'algues. Ouais. D'accord. Voilà. C'est encore une idée reçue qui tombe, c'est bien. Le deuxième mode. Mais oui, mais pour faire du business avec les capsules d'oméga 3, pour définir en quelques mots le régime traditionnel méditerranéen, c'est quoi? C'est huile d'olive, tomate, mozzarella, ou c'est un peu plus complexe que ça aussi? C'est aussi plus compliqué que ça. C'est aussi plus compliqué que ça. Il y a beaucoup d'idées fausses. On veut en faire un régime plus ou moins végétarien. Non, ils mangent des produits animaux. Certains ne mangent pas de porc, d'un côté de la Méditerranée, mais de l'autre côté, il y a des très très bonnes charcuteries, par exemple en Italie ou en Grèce. Ce n'est pas un régime qui exclut les produits laitiers. On mange, mais c'est plutôt des produits laitiers fermentés. Mais la base, elle est quand même essentiellement végétale. On mange des plantes autour de la Méditerranée, mais en fait, dans toutes les régions du monde, traditionnellement, les plantes sont le premier aliment, la première source de calories et de nutriments indispensables à la santé. Et donc là, par exemple pour la Méditerranée, le blé est véritablement l'apport énergétique majeur. Pas seulement, ce sont des buveurs, ils boivent du vin. Ils boivent de l'alcool. Ce sont des bons buveurs, les Méditerranéens, au moins au nord de la Méditerranée. Au sud, avec la religion, c'est autre chose. Vous êtes en train de faire plaisir à beaucoup de personnes, à mon avis. Soit vous réconcilier avec... Alors, je pense que c'est quelque chose de très important. Se nourrir pour protéger sa santé, c'est pas un régime. C'est pas une punition. Bien au contraire. C'est un plaisir aussi. C'est un plaisir complet. Vous savez, la nouvelle cuisine française qui a réintroduit, après plusieurs siècles de façon différente de préparer les plats, qui a réintroduit la qualité des produits frais dans notre alimentation. En fait, c'est directement inspiré de la Méditerranée. Vous pouvez aller maintenant à Tokyo, à New York, à Los Angeles, j'ai fait l'expérience, et vous allez voir des restaurants gastronomiques de type méditerranéen. C'est pas des pizzerias. Oui, on ne mange pas que des pâtes, d'accord, et pas non plus seulement la salada greca. Voilà. Donc c'est plus compliqué, mais... Le blé, le pain, le corps du Christ, le vin, en fait le raisin. Le vin, c'est une façon de conserver le raisin. Son sang. C'est le sang du Christ. L'olivier, le rameau d'olivier. C'est la paix. Ok. Le poisson, on le multiplie. Ouais. C'est facile.
C'est biblique, quoi. Quelque part, on retrouve... Ça fait 4000 ans qu'il y a un message qui est déjà donné depuis longtemps. Et 4000 ans, 2000, on va dire. Oui, selon les modes de lecture, ça peut être 4000 ou 2000. Alors je reviens aux habitudes alimentaires. Donc je pense que pour les habitudes alimentaires méditerranéennes, beaucoup de gens en France, il suffit qu'ils écoutent leurs grands-parents et ils vont retrouver les sources. Mais c'est bien d'avoir aussi des livres, des recettes, mais maintenant par Internet, c'est assez facile quand même de s'y retrouver si on a compris les grands principes. Deuxième aspect du mode de vie tout à fait important, c'est l'activité physique. Comment on utilise ses muscles. C'est pas simplement faire du jogging ou faire un peu de gym. Non, c'est vraiment quelque chose qui doit être complètement intégré au mode de vie. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'il faut utiliser ses muscles pour activer ses artères, pour faire travailler son cœur, mais on peut le faire de tant de manières différentes. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir des activités professionnelles, de se transporter, de bouger dans la vie, si je puis dire, avec le moins de moteur possible. Mais bon, chacun a ses activités professionnelles, ses activités familiales, ses responsabilités familiales. C'est assez difficile d'avoir une activité physique suffisante. Alors justement, en tant que cardiologue, vous pourriez donner des indications justement. Est-ce qu'il faut plusieurs fois par semaine? Est-ce qu'il faut une fois par semaine, le dimanche matin, faire 2 heures de course? Ou bien est-ce qu'il faut fractionner Il faut tous les jours. Il faut que notre... Avec un temps minimum, oui. pour que le métabolisme soit... Mais on peut rattraper d'un jour à l'autre. C'est un peu comme les habitudes alimentaires méditerranéennes. C'est pas faire des stocks de sport. Non, mais enfin, il faut moyenner sur une semaine, on va dire. Voilà. Il faut vraiment arriver à consommer des calories et à utiliser ses muscles. Les muscles squelettiques, c'est les réserves en protéines de notre organisme. Tout ça, c'est expliqué dans mes livres. Hein. Ah oui, vous allez les présenter. C'est plus facile à lire dans un... Bien sûr. Donc ça, c'est fondamental. C'est vraiment... Excuse-moi, il y a un temps minimum, juste le temps minimum, pour information, d'une activité sportive quotidienne. Non, parce que ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Vous ne pouvez pas dire un temps standard pour quelqu'un qui, par exemple, passe sa journée dehors à balayer ou avoir un travail physique, etc. Et puis quelqu'un qui a une activité physique. C'est pas la peine d'aller lui dire d'aller faire un jogging, vous comprenez. Par contre, quelqu'un qui est secrétaire et qui est assis et qui est devant un écran 10-12 heures par jour, vous imaginez que là, c'est terrible parce que c'est quasiment immobile dans la contraction face à un écran. Vous voyez. Et l'activité physique, c'est pas simplement courir ou nager, c'est bien autre chose. Très banal en fait. Mais absolument, absolument. Et il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de l'activité physique. Les personnes âgées, les personnes handicapées, c'est pas ceux-là, eux aussi, on peut leur donner des conseils. Et c'est là que, par exemple, des gymnastiques adaptées, le yoga, des techniques respiratoires peuvent être très très utiles. Dans vos études, j'imagine que vous avez mesuré des proportions qui vont peut-être plus facilement préserver les personnes. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui quand vous avez une personne, par exemple, qui a fait un infarctus, qui a eu peut-être déjà des signaux Alors, pour un infarctus, c'est différent parce que le cœur a été blessé et donc il faut lui laisser le temps de cicatriser. Et donc là, il y a des techniques particulières, il y a même des cliniques adaptées à ça, qu'on appelle des cliniques de réadaptation à l'exercice physique. Donc ça, c'est spécial. Je pense qu'il faut surtout commencer par les enfants. L'éducation à la base. Voilà, à la base, il faut dès le début leur montrer qu'il ne faut pas abuser du canapé télé, des écrans. Quand on peut faire les choses à pied, c'est mieux. Si on aime le vélo, faisons du vélo, etc., etc. Et il faut essayer de réorienter les loisirs plus vers des activités de loisirs outdoor, comme on dit, dehors. Avec de l'activité physique, mais c'est pas une activité sportive. Si vous aimez le sport, tant mieux. Si vous préférez la promenade pépère, pourquoi pas. Mais bon, il faut bouger.